Madame la rapporteure. Merci de vos exposés. Je salue comment dire, la pertinence et la subtilité de vos présentations aux uns et aux autres en nous présentant systématiquement votre poids en termes de chiffre d'affaires, en nombre d'emplois, afin de contextualiser l'importance de vos industries, enfin des industries que vous représentez. Ça, c'était ma remarque liminaire. Je voulais savoir si dans les différentes études que vous avez pu faire, est-ce que vous avez évalué le coût économique et financier de la pollution de l'air? Ma première question. En amont, je voulais vérifier auprès de vous si vous ne contestiez pas, enfin, je n'ai pas eu l'impression que c'était le cas, mais je vous pose la question parce que ce n'est pas toujours évident en fonction des auditions qu'on peut avoir, si vous ne contestez pas l'ensemble des études nationales et internationales qui ont été faites sur l'impact sanitaire de la pollution de l'air en général. Si vous pouviez me répondre clairement oui, non. Oui, effectivement, ça va être assez simple. D'une part, effectivement, il n'y a pas moi, j'ai pas connaissance d'études réalisées par, approfondies, réalisées par le secteur. Toutefois, non, nous ne contestons pas ce qui a été fait, évidemment pas. Non, on ne conteste rien. Ça a le mérite de la clarté parce que tout le monde n'est pas aussi clair que vous. Si vous on part comme ça, au moins avec le même niveau de. Non. Vous répondez à l'aveugle, puisque vous ne savez pas ce que les autres ont dit, mais voilà, Madame la rapporteure salue votre réponse. On ne conteste pas ce qu'on ne connaît pas, par avance. Ma première question, c'était donc le coût, si vous avez pu évaluer le nombre de le coût économique et financier de la pollution de l'air dans les études que vous avez pu faire. Est-ce que j'ai une deuxième question en termes de recherche, parce que il ne vous aura pas échappé qu'en fait l'idée de cette commission d'enquête, c'est de démontrer, c'est déjà contester une aberration sanitaire, aussi vraisemblablement une aberration économique et financière, mais au-delà de ça, l'idée de la commission d'enquête, c'est aussi de trouver des pistes, des solutions, de réflexion pour que collectivement, ensemble, nous trouvions des solutions pour faire en sorte que l'air soit de meilleure qualité et que ce soit éventuellement aussi des niches en termes économiques et de faire de cet handicap une opportunité, qu'on soit clair dans l'échange que nous aurons ensemble. Et à ce sujet, j'avais lu il y a quelque temps, je ne sais plus dans quel article, où justement il était précisé que dans le cas des avions, précisément, puisque c'est notre sujet, lorsqu'ils atterrissent, c'est au moment de les garer, entre autres, ou au moment où ils décollent, la consommation des kérosènes est importante. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur, par exemple, comment accompagner simplement pour le roulage, pour peut-être pas utile d'utiliser un moteur extrêmement puissant simplement pour garer un avion, un aéronef. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Quel est éventuellement le coût et l'impact, le delta qui serait pertinent en termes de coûts économiques et financiers pour la pollution de l'air? Alors sur cette question du roulage, oui, il y a eu des avancées technologiques avec par Safran entre autres, mais je pense qu'il y a également des études de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, Safran propose un train d'atterrissage maintenant équipé d'un moteur électrique qui permet de rouler, de faire toutes les phases de roulage, moteur éteint. Les gros moteurs éteint, parce qu'évidemment c'était un peu un marteau pour écraser une mouche, si vous me permettez cette expression, d'utiliser les gros réacteurs pour faire rouler cet avion. Donc ça, la technologie, elle existe, ça s'appelle l'EGTS, Electrical Green Taxiing System, et c'est Safran qui l'a développé avec, je connais un petit peu moins bien l'équivalent, oui, c'est ça, mais en plus c'est en partenariat avec Honeywell. Donc c'est vraiment des partenariats, là c'est typique, on a des partenariats internationaux là-dessus. Le coût, il est évident que c'est plusieurs centaines de kilos de kérosène qui peuvent être économisés. Est-ce que vous avez donc, un kilo de kérosène, pardon. Pour vous donner des chiffres, puisque sur ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, ne serait-ce que parce que l'aviation elle-même a intérêt à réduire ses coûts en carburant. Donc, on est d'accord. Voilà, je crois que c'est évident. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait Anne, les réacteurs principaux sont éteints. Il y a un réacteur auxiliaire qui, lui, est utilisé, et donc il fonctionne au kérosène. Et donc, le bénéfice est de 50%. C'est 51% plus exactement. Bon, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on réduit de moitié la consommation et en termes d'émissions de polluants, les chiffres sont entre 40 et 60%. Donc
l'ordre de grandeur de tout ça, c'est la moitié. D'accord. C'est la moitié. Alors, en perspective, puisque pour recontextualiser votre présentation en termes de chiffre d'affaires et potentiellement d'emploi, techniquement, ça pourrait être opérationnel à partir de quand vous avez une idée sur le sujet? Ça peut être opérationnel dès maintenant. Tu peux en dire un mot? Alors, pourquoi on attend? Oui, ça peut être opérationnel dès maintenant. Il faut que les compagnies... D'accord. Tu peux en dire un mot? Effectivement, cette utilisation de l'EGTS, comme ma collègue l'a rappelé, fait partie des recommandations qui vont être proposées par la CNUSA, et on envisage que les compagnies, les opérateurs aériens puissent se doter de ce système dès maintenant et à partir de 2016, donc monter progressivement en puissance pour équiper. Voilà. Oui, bien sûr. Il faut substituer cet équipement à celui qui existait précédemment. Donc il y a un rétrofit à faire sur l'avion qui n'est pas forcément simple. Mais enfin, la technologie existe. Elle a été démontrée la première fois au Bourget en 2013. Et il y a déjà des avions qui ça va se développer. Pour la pertinence de notre rapport, on pourra vous poser la question par écrit. Est-ce qu'il serait... on a une deadline, combien, M. Copolani? 15 juin, c'est ça? Du 15 juin pour avoir un rapport le plus précis, simplement en tout cas pour remettre en perspective et d'avoir précisément le gain en termes d'économie, puisque c'est précisément le sujet de notre rapport. Je vous ai également écouté avec beaucoup d'intérêt sur votre organisation et le lien que vous établissez avec des chercheurs, avec des administrations qui font des études sur les sujets environnementaux précisément. En revanche, je vous ai absolument pas entendu sur le vivier de notre société qui fait aussi sa richesse. C'est la société civile et les associations environnementales, les ONG spécialisées sur la pollution de l'air. Est-ce que vous travaillez avec elles, oui ou non? Et si oui, comment? Alors, à l'origine... Et si oui, lesquelles? Oui. À l'origine, non, ce n'était pas prévu au terme de fonctionnement du CORAC. Alors, ça c'est quand même survenu par le biais justement de ce travail sur la qualité de l'air, parce que Michel Wackenheim m'a dit que la CNUSA était saisie maintenant d'un sujet qualité de l'air, en plus de ses sujets habituels sur le bruit. Et à cette occasion, nous avons été conviés RTE CORAC, Réseau thématique environnement CORAC, à plusieurs réunions où se trouvaient des ONG. Donc on a dialogué. Mais c'est plutôt la CNUSA qui a été le point focal et qui nous a permis de nous rencontrer. C'était d'ailleurs très intéressant parce qu'on a pu répondre à des questions justement du point de vue de la recherche. C'est peut-être rarement évoqué sous cet angle-là. Mais effectivement, c'est pas par notre intermédiaire, c'est par l'intermédiaire de la CNUSA. Et c'est quelque chose qu'on continue. La dernière réunion était il y a quelques mois. On continue. Qu'est-ce qui empêcherait que vous le fassiez directement? Parce que c'est un peu dans l'esprit aussi du Grenelle de l'environnement, faire en sorte que l'ensemble des acteurs de notre société, justement pour avancer ensemble et collectivement, puissent avancer de manière plus vite et de comprendre les contraintes des uns et des autres pour... Oui, c'est vrai que c'est une remarque intéressante. J'ai envie de dire, c'est notre côté un peu scolaire. On était peut-être dans nos objectifs de recherche. Construire une feuille de route nationale, il n'y en avait pas. Donc on a avancé un peu à marche forcée à partir de juillet 2000. Et c'est vrai que ça n'a pas été notre première priorité. Associer les scientifiques, ce n'était pas prévu non plus au départ, au terme de la Convention et de ce qu'on a signé après le Grenelle. Ça, c'est une volonté qu'on a eue d'amener les scientifiques, les universitaires vers nous. Bon, peut-être les ONG, c'est une réflexion qu'il faut ouvrir. On ne l'a pas encore fait, mais bon, peut-être Airbus... Juste, je voulais apporter une précision, c'est que, certes, nous, industriels, on a peut-être une relation un peu plus lointaine avec ces organisations, soyons clairs. En revanche, les autres acteurs de l'aviation, il y a d'autres acteurs, il y a les aéroports, il y a les compagnies aériennes, et la DGAC ont des rapports beaucoup plus étroits avec les associations environnementales et les organisations. Donc, et je dirais, et j'ajouterais aussi, puisque je citais l'OACI tout à l'heure, c'est que l'ICSA, qui est l'organisation internationale représentant les associations environnementales, est observateur à l'OACI et participe aux travaux qui sont réalisés par le groupe que j'évoquais. Donc voilà, c'est effectivement les constructeurs d'avions sont moins proches quotidiennement des organisations. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait s'améliorer dans le temps? Bien sûr, ça fait partie de l'esprit du Grenelle de l'environnement, donc. Monsieur Coste.
d'ajouter quelque chose, effectivement, ce que dit Michel, c'est que le dialogue s'effectue pas directement, mais indirectement, au travers d'un certain nombre d'instances auxquelles les industriels de l'aéronautique que nous sommes participent. Je citerai plusieurs, notamment le comité consultatif de l'environnement, auquel un certain nombre d'acteurs participent. S'agissant du comité consultatif de l'environnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est naturellement l'ensemble des acteurs, y compris les associations de protection de l'environnement locales ou nationales, France Nature Environnement, etc. Et qui Ce ne sont pas des spécialistes de la pollution de l'air, France Nature Environnement. Oui, mais d'autres, je dirais, il y en a d'autres qui sont impliqués et auxquels, j'allais dire, on attache une attention pour entretenir le dialogue, mais de façon indirecte. Hein, c'est ce que je voulais dire. Vous pourrez nous envoyer, s'il vous plaît, justement pour qu'on perfectionne un peu et qu'on ait un rapport pertinent, de nous dire avec quelle association précisément vous travaillez. On vous donnera la liste de l'opération, c'est qu'on s'améliore tous collectivement. Et on vous donnera donc la liste de la composition effectivement de ce comité consultatif de l'environnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac auquel on participe. Et je rajouterai aussi qu'il y a un certain nombre d'organisations normatives auxquelles on participe, alors pas spécifiquement de l'aviation, mais en matière de qualité de l'air au sens large, notamment au travers de l'AFNOR, donc Comité d'orientation stratégique environnement et responsabilité sociétale, qui a pour objet de piloter l'ensemble de la stratégie normative en matière environnement et responsabilité sociétale pour la France, et auquel participent un certain nombre de parties prenantes, parmi lesquelles des associations qui sont naturellement les bienvenues pour entretenir le dialogue et agir sur cette stratégie de normalisation. Vous intégrez également aussi les associations de riverains ? Naturellement, dans le comité consultatif de l'aéroport, sont présents les associations de riverains. A été évoqué par Madame la rapporteure et je pense que c'est intéressant de faire le lien, d'autant que dans le document que vous nous avez remis du CORAC, vous évoquez ce dispositif qui est mis en place, dont j'ai compris qu'il avait été enrichi en termes de participants, le Grenelle de l'environnement. Donc première question toute simple, le Grenelle de l'environnement vous semble-t-il avoir favorisé utilement, et dans ce cas, dans quelle mesure, la prise en compte de la problématique de la qualité de l'air au niveau de vos entreprises et voilà. Oui, c'est un petit peu indirect quand même, puisque le Grenelle de l'environnement nous a effectivement amené à signer une convention d'engagement sur les questions environnementales, donc climat, qualité de l'air et bruit. On est toujours dans ce triptyque-là, dans lequel, je dirais, une des réussites majeures, c'est la création de ce CORAC, c'est-à-dire c'est la mise en place d'une structure qui dynamise un peu collectivement la recherche française. C'est-à-dire que c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que quand des gens des aéroports sont dans une réunion du CORAC, nous disent mais comment vous pourriez faire pour réduire tel ou tel process dans ce qui se passe autour de la gestion des circulations dans un aéroport, c'est une question pour la recherche, c'est une question pour l'industrie, ça peut être une question pour l'ONERA. Donc il y a vraiment ce rapprochement. Alors la qualité de l'air, oui, elle vient naturellement dedans. Elle n'a pas été... oui, c'est un des objectifs. Donc on vérifie qu'on le tient, mais c'est un des objectifs. Donc vous avez... Pour être honnête, il est vrai que les questions concernant les nuisances sonores et concernant les changements climatiques prennent plus de place que les questions concernant la qualité de l'air dans tous ces travaux communs qu'on peut avoir, dans les conventions, les engagements, etc. Mais il y a toujours quand même quelque chose sur la qualité de l'air. Donc elle n'est pas absente de nos préoccupations. Voilà, c'est la réalité. Alors, je voulais en profiter quand même pour faire aussi une autre remarque, parce qu'on parle beaucoup CORAC, on parle franco, enfin, je ne voudrais pas qu'on reste trop franco-français. L'aviation civile est une activité internationale par essence. Quand on fait quelque chose chez nous, quelle que soit cette chose en matière, dès qu'elle impacte les opérations ou la technique, elle impacte les opérateurs étrangers. Et de ce fait, on doit en discuter au niveau international. Donc, j'insiste là-dessus parce que tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, y compris le roulage au sol, etc., sont des sujets qui sont évoqués au niveau international parce que à Roissy viennent des compagnies américaines et des avions américains. Alors, voilà. Je vous remercie.
je vais vous retourner la question de la manière suivante. Comment dirais-je? Pensez-vous que l'on soit aujourd'hui plutôt en avance, je dirais, dans les préconisations, enfin dans la prise en compte de ces problématiques, les 3 origines de pollution? Vous avez compris qu'ici, on parle plus de qualité de l'air, mais ou est-ce que c'est l'inverse? Parce que ce que j'entends, c'est qu'à la fois c'est mondial, mais je pense qu'elle en a bien besoin d'ailleurs. L'Europe a un rôle à jouer, et si elle joue un rôle, selon vous, en tous les cas, dans ce domaine plutôt favorable d'aiguillon, est-ce que, en tous les cas, vous le ressentez comme ça? Ouais. Oui, non, alors là, je réponds également très clairement. L'Europe, mais en particulier la France, est motrice dans tous ces travaux internationaux. D'ailleurs, c'est historique, mais le groupe dont je parlais tout à l'heure a été créé à l'initiative de Français, de la France. Bon, donc c'est important parce qu'on n'a pas toujours, vos prédécesseurs qui étaient dans une autre industrie, on n'a pas senti, je dirais, la même complicité, voilà, la même appétence. Non, mais sur la démarche globale. Donc on en parlait en aparté. On a certainement quelques idées de ce qui se passe dans l'aviation pour peut-être le proposer à d'autres secteurs. Vous avez parlé effectivement. J'allais aussi vous demander, est-ce que vous avez, je dirais, notamment le GIFAS, tenté d'évaluer les coûts, alors peut-être surtout pour vos entreprises, liés aux différentes formes de pollution provoquées par votre activité, parce qu'elles sont et notamment pour ce qui nous concerne, excusez-moi d'y revenir, mais sur, je dirais, la question de la pollution de l'air. Il y a certes la pollution atmosphérique au sens large, et puis on le voit, il y a la proximité selon le trafic et selon éventuellement soit les passagers, soit peut-être plus encore dans votre cas, un certain nombre de personnels qui sont en proximité, où il peut y avoir notamment sur la question, pour la pollution de l'air, des particules et des microparticules, voire j'ai rapidement parcouru, vous évoquez même vous, les particules ultra fines. Oui. PM10, PM2,5, oui. C'est une question qui est traitée via des mesures régulières et réparties par les aéroports. C'est vrai que les industriels, nous, on se contente, pour aider les aéroports, de fournir nos émissions à la source. Éventuellement, les aéroports, ça peut être fait dans le cadre du programme de recherche que j'ai décrit tout à l'heure, mais ça se faisait déjà avant avec des outils moins affûtés que ceux qu'on aimerait avoir à partir de maintenant. Mais c'est plutôt une question que se posent les aéroports. Les constructeurs, bon, voilà, ils suivent les normes, ils fabriquent des moteurs qui sont dans le cadre des normes. J'ai dit, c'est le cas du dernier Lipix qui est à la moitié. Ils se sont pas. Alors sur la question du coût économique et financier, je pense qu'il faudrait interroger l'Aéroport de Paris. Nous, un peu par nature, on s'interroge sur la quantité émise. Le coût, alors en plus, une fois qu'on voit que nos émissions représentent 2 ou 3%, si vous avez, il y a 2 stratégies. Soit on suit les normes, soit on devance, un peu l'air du temps et on essaie de les devancer pour avoir un avantage compétitif. Oui, c'est ce qu'on fait. Et pour avoir l'avantage compétitif, je dirais d'un coût supplémentaire, vous faites un avantage compétitif le lendemain. Donc, d'un inconvénient, d'une contrainte, vous faites un atout. Voilà. C'est ce qu'on fait. On essaie toujours d'avoir un cran d'avance. Vous avez forcément une analyse coût-bénéfice, coût-avantage, enfin. Voilà. Et comment. Alors, ça n'est pas que la qualité de l'air, mais. En même temps, il y a toujours, je dirais, je cherche le terme, enfin ça va me revenir, c'est comme quand on fait les analyses budgétaires, on regarde un petit peu ce que chaque, je dirais, contrainte ou secteur peut donner comme avantage. Mais je vois que M. Coste... Simplement parce que le problème ce que vous exprimez derrière, au-delà de ça, c'est la mesure des externalités. Donc c'est extrêmement difficile. On a rappelé les chiffres globaux de cette pollution qui s'insère dans une plateforme. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est très difficile, on a essayé de faire des études, de définir un traceur spécifique de ce qui pourrait être attribué de façon irrévocable, irréfutable à l'aéronautique, de manière à faire
vraiment une séparation entre ce qui est émis de l'aéronautique et ce qui est émis du bruit de fond. Bon, déjà ça, on n'a pas trouvé de traceur, donc c'est extrêmement difficile. Indépendamment de ça, plutôt que d'être dans la disons dans la mesure des externalités, je pense que l'industrie aéronautique, ça a été rappelé, a décidé d'être dans l'action pour essayer de travailler à la réduction à la source. Alors on a parlé effectivement sur les moteurs, les nouveaux moteurs qui sont mis en place, mais derrière, au-delà des nouveaux moteurs, c'est l'ensemble des nouveaux produits qui sont proposés aujourd'hui par Airbus, que ce soit des nouveaux programmes ou que ce soit aussi des programmes disons entre guillemets remasterisés sous la gamme Neo et qui permettent d'obtenir globalement en termes de consommation, mais non seulement en termes de consommation globale de CO2, mais également en termes de réduction des polluants atmosphériques, de qualité de l'air, donc des NOx et des autres dont on a parlé, des réductions significatives. Alors on va en parler, on va en citer quelques-uns. Donc par exemple l'évolution de la gamme 320, donc avec la 320 Neo, va permettre d'obtenir une réduction significative avec les nouveaux moteurs dont ma collègue a parlé, les moteurs LiPix, de 15% par rapport à la consommation normale actuelle des A320. Le 350, par exemple, pour ne pas parler que de lui, c'est moins 25% aujourd'hui en termes de réduction par rapport à un avion moyenne de cette catégorie. L'A380, par rapport au 747 classique actuel, c'est moins 40%. Donc je pense que derrière, on a, disons, des capacités d'action qui, je le rappelle, ces chiffres sont dans des conditions approximatives, moyennes d'emport et de, comment dirais-je, d'utilisation de l'avion à 70% de coefficient de remplissage. Donc simplement, si on pense à la 380 demain et si on avait un A380 monoclasse, on peut imaginer encore plus le type de réduction que ça pourrait impliquer. Donc c'est vraiment une action proactive que l'ensemble des constructeurs, Airbus, pas qu'Airbus, mais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement met en place pour agir et réduire de façon continue et obtenir, comme ça a été rappelé, les 70% de réduction des émissions telles qu'elles ont été obtenues à partir des premiers jets des années 70. Et par rapport aux objectifs à carré qui ont été cités, on va encore plus loin avec des objectifs aujourd'hui importants puisque ces objectifs à carré ont été revus et maintenant on parle de ce qu'on a des objectifs technologiques de FlyPace 2050 et qui visent à réduire de 90% les émissions de NOx d'ici effectivement 2050 avec une valeur de base de 2000. Donc ça, c'est encore un point important que je voulais souligner puisque l'objectif technologique, c'est de réduire de 90% ces émissions d'oxyde d'azote. 2050. 2050. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire mon collègue parce qu'il faut faire toujours un petit peu attention. C'est vrai que c'est le meilleur avion en 2050 aura une réduction de 90% des oxydes d'azote par rapport à la génération 2000. En revanche, attention, il y aura plus de trafic. Donc c'est pour ça qu'on ne réduira pas globalement les émissions de NOx de 90%. C'est un peu ça toujours notre course à nous, c'est qu'on est sans arrêt dans une démarche de réduction. Le meilleur avion, mais il restera les autres qui seront remplacés à leur vitesse, etc. Donc, pour arriver vraiment à une réduction significative, il faut à la fois des procédures opérationnelles meilleures, des avions les plus neufs possibles, etc. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est qu'on a toujours cette course vis-à-vis de la croissance du trafic aérien. Donc, il faut être tout le temps de meilleur en meilleur technologiquement pour compenser l'accroissement du trafic. Il y a de plus en plus d'avions, ils ont beau être de meilleur en meilleur, la combinaison des deux fait que dans le meilleur des cas, ça va être le cas pour le CO2, pour le climat, on va essayer à partir de 2020 d'avoir une croissance neutre en carbone. C'est-à-dire on n'augmentera plus notre effet de serre, fini. Mais rien que ça veut dire compenser les 5% par an d'augmentation. Et à la limite, on peut extrapoler pour les oxydes d'azote, on peut dire la même chose. Si on est neutre en carbone à partir de 2020, on sera neutre probablement, on pourra peut-être en plus faire un petit peu mieux, on verra, pour les oxydes d'azote. Mais c'est un enjeu majeur et c'est tout le temps cette course entre notre recherche technologique et opérationnelle, parce que c'est de la techno, mais c'est aussi des opérations, avoir des routes bien directes. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette question de la gestion du trafic aérien au niveau européen, mais c'est cette compétition-là entre ce progrès technologique et la croissance. Bon, on ne va pas se plaindre de la croissance, elle crée des emplois, mais voilà. Donc, je voulais compléter parce qu'il ne faut pas qu'on croie qu'on va baisser les oxydes d'azote de 90%. C'est le meilleur avion.
Justement, en lien avec ce que vous venez de dire et le nombre de pourcentage de réduction que vous avez établi, est-ce qu'il vous serait possible dans un deuxième temps de nous chiffrer, puisque en fonction de votre flotte ou de en ce qui concerne les avions appartenant aux entreprises françaises, histoire d'avoir à peu près une idée et de pouvoir, puisque vous avez été en capacité de nous donner des pourcentages, donc si vous pouviez nous donner une fourchette à la hausse et à la baisse pour qu'on ait une idée à peu près du coût économique et financier de la pollution de l'air, puisqu'on est en réduction, donc il y a un delta, est-ce que éventuellement vous pourriez nous le calculer? Si je comprends bien, donc ce que vous souhaitez, c'est des valeurs absolues en matière d'émissions, hein, pour être en matière d'émissions de NOx. Voilà, d'accord. Mais alors, limité aux entreprises françaises, parce que... En fait, comme nous, le sujet de notre rapport est le coût économique et financier. Donc, il y a le coût inhérent, évidemment, au développement des technologies. Mais là, par exemple, avec le gain dont vous êtes en train de parler, c'est pour le coup un avantage, si je puis dire. Donc, c'est des consommations en moins. Et comment vous pouvez si vous pouviez les calculer pour l'oxyde d'azote, éventuellement? Est-ce que c'est possible? C'est une question de compagnie aérienne. Alors, il y a le problème du périmètre. D'abord parce que les entreprises françaises utilisent aussi des Boeing. Donc je crois Mais que vous, sur les simulations des Airbus, vous n'avez pas du tout une idée sur on fait en général, ce qu'on fait en général, d'abord évidemment on est capable de faire des simulations sur les Airbus, mais on cherche aussi à faire des simulations globales, c'est-à-dire impliquant toutes les flottes. Non pas parce que c'est plus facile, parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a quand même plusieurs centaines de compagnies dans le monde, mais parce que c'est plus représentatif, c'est plus précis, dans la mesure où on ne sait pas quelles seront les politiques des compagnies aériennes en matière d'achat d'avions. Donc si on se limite à nos propres avions... Pardon, on peut prendre le global, puisque... Oui, je pense que c'est... Voilà, comme globalement, et puis si vous nous donnez, après, si vous arrivez à nous donner une fourchette, ou un zoom Airbus, mais je pense qu'il faut prendre le global, puisque nous, on regarde pas forcément la pollution, c'est pas... D'accord. Enfin, on regarde pas, mais on regarde pas si c'est uniquement un véhicule, et là, quand c'est les autos françaises, et quand c'est les avions, voilà. On prend toutes les compagnies. Okay. OK. Donc, on vous fournira ça. J'avais une dernière question. Est-ce que vous considérez que les normes, d'une manière générale, vous incitent à réduire les pollutions? Est-ce que vous pensez qu'il est important d'avoir un cadre réglementaire précis, puisqu'on a eu un certain nombre d'auditions, ou en tout cas un certain nombre de scientifiques, voire même d'industriels pour d'autres sujets, considèrent de manière évidente que la loi, le règlement les incite à réduire la pollution et la pollution de l'air en particulier? Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? Absolument. On est non seulement, d'ailleurs, on pense qu'on est incité, mais on est incitateur. On est incitateur. On contribue très largement aux travaux qui conduisent à ces réglementations. Et on y a intérêt. Alors pourquoi? L'incitation, elle vient aussi du fait qu'on a intérêt à réduire les consommations d'énergie, les consommations de carburant. Et si le transport aérien a réduit ses consommations de carburant depuis pratiquement son origine, mais là je citais le chiffre de 80% depuis 40 ans, c'est parce que ça réduit les coûts. Et voilà, tout simplement. Donc les deux, finalement, se nourrissent, les deux objectifs se nourrissent, et on a aussi le souci d'anticiper sur l'avenir, car on fait des avions qui volent 40 ans. 30 ou 40 ans qui sont succès. Donc on a intérêt à anticiper sur les normes futures. Donc cette incitation-là, elle existe aussi à cause de la durée de vie et du modèle économique du transport aérien. Donc ma réponse est là extrêmement claire. Et encore une fois, merci de votre réponse, mais pour la pertinence de notre rapport, par quel biais vous incitez? Comment vous incitez justement à l'élaboration de ces nouvelles normes? De toute façon, alors d'abord, premièrement, la normalisation, évidemment, relève des États. Donc ce sont les États qui sont les derniers décideurs. Mais nous sommes ceux qui faisons tous les travaux préparatoires. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez plusieurs centaines de personnes qui travaillent en permanence sur ces sujets-là. Et donc, à l'OACI, je parle, et qui estiment ce qui est raisonnable
de prévoir en matière d'évolution des normes. Donc l'anticipation sur les nouvelles normes, elle ne vient pas des États, elle vient des professionnels de l'industrie de la construction aéronautique et des compagnies aériennes. Voilà. C'est comme ça que le système fonctionne. Le système aérien fonctionne de cette façon-là, en boucle. Et les États, ensuite, prennent des positions et quelquefois rendent les choses un peu plus contraignantes, et on le comprend. Et l'incitation, donc, il y a une rétroaction qui se produit, mais dont l'origine est quand même du côté industriel. Voilà, d'accord. Sachant quand même qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a aussi l'acceptabilité, je dirais, par la société, en France comme ailleurs, entre, alors je ne veux pas ouvrir de débat et surtout pas de polémique, c'est pas l'objet, mais ce qui s'est passé dans l'ouest de la France pour l'éventuelle création d'un aéroport, on voit, je le dis bien, la complexité, et donc ça incite, puisqu'on prévoit, vous prévoyez, je pense que c'est plutôt raisonnable, une augmentation du trafic, il faut pouvoir diminuer les nuisances, qu'elles soient sonores ou de pollution atmosphérique. Et puis on voit également d'un autre côté, dans le sud-ouest, que quand on a des changements, ou des aéroports qui passent sous pavillon étranger, se posent également d'autres questions. Donc tout ça, il y a des enjeux économiques et sociétaux importants. Il dépasse et de loin le cadre qui est celui qui est le nôtre aujourd'hui dans le cadre de la commission d'enquête, mais on ne peut pas faire comme si on était découpé en 10 portions et je prends uniquement mon petit problème ou mon gros problème de pollution de l'air. Voilà, c'est pour dire que dans ces réflexions, il faut pouvoir avoir une vision qui soit une vision d'ensemble, une vision panoramique. Enfin, moi je souhaitais avec ma collègue, Madame la rapporteure, vous remercier de l'état d'esprit, en tous les cas, qui est le vôtre. Nous ferons, en tous les cas, le meilleur usage de votre contribution. Si d'aventure, vous souhaitiez compléter, vous n'hésitez pas. En gros, jusqu'à mi-juin, nous prendrons... voilà. Comment ? Voilà. Et si jamais on avait quelques points particuliers, on se permettrait de revenir vers vous, pardon. En tous les cas, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et un bon congé de fin de semaine, pour le dire en français.